que tu vois là, c'est un marginal sous Linux qui a codé un serveur en C. Là où tu vois un simple chat, lui voit le fonctionnement de près de 200 lignes de code. Dans cette vidéo, il t'expliquera comment il a codé un serveur en C étape par étape. Sur ce, je laisse la parole au marginal. T'as peut-être cliqué parce que tu connais le mot serveur, mais que non, peut-être que pas du tout. T'es peut-être quelqu'un qui s'y connaît et qui vient voir que je raconte pas n'importe quoi. Quelle qu'en soit la raison, tu vas voir comment est-ce que j'ai fabriqué tout ça. Alors installe-toi et écoute, crois-moi, ce soir tu t'endormiras un peu plus malin. On en parle tous les jours, on y va tous les jours, mais au fond, c'est quoi un serveur? Au lieu de simplement te lire la définition incompréhensible de Wikipédia, je vais te raconter une histoire. H1 souhaite envoyer une lettre à H2. Habituellement, il faisait le chemin à pied, mais il a récemment déménagé. Le chemin n'étant plus le même, il décide de faire appel à un facteur connaissant comme sa poche, son secteur et ses alentours. C'est son métier en vrai, logique. Cette analogie explique précisément ce que fait un serveur. Recevoir et transmettre des informations. Maintenant, je vais te parler d'un autre mot que t'as sûrement déjà entendu mais jamais compris. Ce mot c'est client. Si t'as saisi l'histoire avec H1 et H2, j'ai même pas besoin de t'expliquer, mais pour m'assurer que tu comprennes bien tout, on va le faire quand même. Imagine un restaurant, un client qui commande. Et comment est-ce qu'il passe sa commande? À l'aide du serveur. Oui, encore. Un client est là pour envoyer des infos au serveur. Par exemple, tu commandes une pizza chèvre miel, qui d'ailleurs est une excellente pizza. Excellente comme la collaboration dont je vais vous faire part aujourd'hui. Non, non, je rigole. Allez, abonne-toi. Le serveur lui reçoit ta commande, l'information donc. Il va la traiter en cuisine et revient quelques minutes plus tard. Au bout du compte, il revient avec ce que tu lui as demandé, ta pizza chèvre miel. Un client sert à envoyer des requêtes au serveur qui lui traitera et accomplira ces dernières. Quand tu joues en ligne, t'es connecté à un serveur auquel t'envoie des requêtes en continu. Que ce soit un saut, un tir, un déplacement, tout est envoyé au serveur. Lui traite tout ça et retransmet ce que tu lui as envoyé aux autres clients, donc les autres joueurs. C'est de cette manière qu'ils peuvent te voir et inversement. Maintenant, tu sais ce que c'est qu'un serveur et par la même occasion, un client. On va implémenter tout ça dans le code maintenant. Quand j'ai commencé à coder, le premier langage que j'ai appris c'était le C, un langage bas niveau, etc. Bref, tu connais la chanson. À force d'utiliser, je me sentais à l'aise avec. Et tout récemment, je me suis intéressé à la programmation réseau. Et laissez-moi vous dire, rien n'avait de sens. Et même si j'ai déjà codé, je comprenais absolument rien. C'est comme si j'apprenais un nouveau langage. Ce que je voyais n'avait aucun sens. Ajoutons un peu de contexte. Pour coder un serveur ou quoi que ce soit d'autre, on a besoin d'une librairie. Un ensemble de fonctions qui nous servira à créer ce dernier. On sait, il y a une fonction indispensable pour tout code que tu feras. C'est là que notre code sera exécuté. C'est la fonction main qui est elle-même contenue dans une librairie stdio.h dans notre cas. On l'ajoute avec cette ligne. Pour les autres langages, c'est à peu près pareil. Après, le mot-clé pour l'ajouter peut différer. Et pour notre serveur, on va utiliser une librairie qui s'appelle socket.h. Maintenant que t'as tout ça en tête, cette fois-ci, on peut vraiment commencer à coder. On fera deux codes distincts, un pour le serveur, un autre pour le client. On s'occupera en premier du serveur parce que oui, sans serveur, pas de client. Et ce qu'on va faire en premier, c'est créer un socket. Pense à une prise électrique. Pour l'utiliser, il faut brancher quelque chose dessus. Là, c'est pareil. On crée une prise pour que le client vienne s'y brancher. Avec ce paramètre, on lui dit quelle version d'IP utiliser. Avec la macro IFINet, on sera en IPv4. V4, c'est la version 4 au cas où. Ensuite, on définit le protocole. Un protocole, c'est un type de communication. Par exemple, t'as SMTP qui est utilisé pour envoyer des mails, FTP pour le transfert de fichiers, et plein d'autres encore. Sockstream nous permettra d'utiliser TCP, un protocole qui s'assure que les messages soient bien envoyés. C'est un type de communication sûr et sans perte de données, mais qui en contrepartie est plutôt lent. Ici, on sera pas dérangé vu qu'on travaille en local. En comparaison, le protocole UDP, lui, est rapide mais peu fiable. C'est comme créer quelque chose à la fenêtre. T'es pas sûr que ton message a bien été reçu, qu'il a bien été entendu, et même si on comprend ce que tu dis avec la distance super en clarté. Après, ça reste une perte de données mineure et acceptable pour un chat vocal. À cette étape, on a la configuration du serveur. Ici, il y a quelques paramètres qui se répètent, comme IFINet. Le socket et le serveur doivent être sur la même version d'IP pour fonctionner ensemble. Ashton nous permettra de convertir notre port ouvert en langage compréhensible pour l'ordi. Un port, si tu veux, c'est comme la porte d'un appart. Je m'explique. Tu dois aller chez ton ami Pierre au bâtiment 13. Une fois dans le bâtiment, il y a 5 appartements numérotés de 1 à 5. Et lui, il habite dans le deuxième appartement, soit la porte numéro 2, qu'on notera 13.2. 13 le bâtiment, 2 la porte. Pour ton PC, téléphone ou autre appareil connecté, c'est pareil. Ton IP, c'est ton adresse sur le réseau. Et pour chaque logiciel, un port dédié. Dans notre cas, on prendra un port libre, ce qui nous donnera en local 172.0.0.1 2.9999. Le dernier paramètre, c'est inadrani. Ça veut juste dire qu'il acceptera les connexions de tout type d'appareil. Après, on utilise bind pour relier les deux. De cette manière, mon client se branchera à mon socket et par la même occasion au serveur. Avec listen, on met ce dernier sur écoute. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle connexion, il attend avec accept. Oui, je sais. C'est bizarre d'attendre avec quelque chose qui s'appelle accept. En cas de connexion au serveur, on renvoie ce message confirmant la présence d'un client. Sinon, un message d'erreur. Maintenant, on a une connexion établie entre serveur et client. Pour avoir un chat en temps réel, on va faire une boucle infinie. Ça veut juste dire que le programme tournera sans s'arrêter. Si t'as vu ma dernière vidéo, tu devrais être calé niveau boucle. Ce que le serveur fera, c'est recevoir, lire et transmettre des messages. Pour ce faire, on utilisera la fonction read. 0 correspond à l'entrée standard, de là où le message sera écrit. Donc, le clavier. Le message sera ensuite stocké dans une variable qui l'enverra au client. Et on en a fini pour le code du serveur. Côté client, c'est presque pareil.
Sauf que lui, il a juste besoin de se connecter au serveur. Pour ça, on utilisera la fonction connect, pour se connecter au client. C'est un pléonasme ça. Oui, et alors? Et alors? On met aussi l'IP à laquelle on souhaite se connecter. Pour du local, comme je l'ai dit plus tôt, c'est 127.0.0.1. De la même manière que pour le serveur, on convertit le port en langage compréhensible par l'ordi. Et voilà, on en a fini pour le code. Je te laisse observer les deux codes et remarquer que le client est beaucoup plus court. Mais tu connais le dicton, le client est roi, donc c'est au serveur de faire tout le boulot. À présent, on compile, on lance les deux programmes. Et finalement, on revient à notre point de départ. Un marginal sous Linux qui a codé un serveur en C, sauf que maintenant, il n'est plus seul à comprendre ce qu'il voit. Merci pour votre attention, c'était NoFaceCode.